Salut Biba! Je te retrouve pour parler des favoris du mois de mai. Salut Billy Bob, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Focus, le bilan culturel du mois de mai. C'est parti! Alors cette sélection de Billy Bob, excellente, de chez Hyper Bien. C'est le sel de Tombeur Doux. C'est l'épisode dans lequel je serai la moins objective parce que j'ai absolument tout aimé. Et je pense que toi aussi tu vas tout aimer. Si ce n'est pas le cas, c'est que le genre en particulier ne te parle pas, mais tout était excellent en son genre, et tu peux piocher dedans les yeux fermés. Les drames sociaux, ça me parle. Les tranches de vie, c'est mon kiff. J'ai vraiment beaucoup d'intérêt pour tout ce qui s'oriente vers la trace laissée par quelqu'un. L'essence de mes visionnages, ce sont souvent des fresques autobiographiques, des journaux intimes visuels. Bref, je pense que j'aime qu'on me raconte des histoires, et au-delà, j'aime encore mieux lorsque c'est un vécu, une expérience, pour éventuellement en tirer une réflexion. Personnellement, j'aime beaucoup confronter mes idées avec le reste du monde pour mieux l'appréhender. On commence tout de suite par les séries qui m'ont marqué en ce mois de mai. Comme je suis quelqu'un de sympa, on va commencer par les séries les moins drôles. Et on va y aller crescendo sur l'échelle des émotions pour que tu ne finisses pas dévasté, noyé dans tes larmes et ta morve en fin de parcours. Comme ça, tu ne vivras pas les montagnes russes que je me suis tapées tout au long de mon visionnage. Ce sont toutes des séries excellentes, mais il y en a vraiment qui sont absolument pas drôles. Et on va commencer tout de suite par I May Destroy You, qui porte bien son nom, finalement. C'est l'histoire d'Arabella, une jeune écrivaine londonienne qui va devoir enquêter sur le soir de son blackout. Voilà, c'est une nana qui se rend à une soirée avec des potes, bien arrosés, bonne ambiance, et qui se retrouve le lendemain matin avec un trou noir complet, à avoir complètement zappé ce qui s'était passé auparavant, et qui va devoir survivre à ce traumatisme en commençant par la banalité du retour au quotidien qui nous arrive de plein fouet. Bonne ambiance! On va accompagner chaque protagoniste dans sa descente aux enfers. On va suivre Arabella, on va suivre ses potes, main dans la main, dans les tréfonds du glauque, tous enclumés par une lourde culpabilité notamment. Oh, how'd you get that? Can't remember. Me again. Allow me to pick up where I left off. How'd you smash your phone? I don't know. How did last night end? I'm Jay-Z on a bad day. Shakespeare on my worst days. C'est une série très britannique par son côté frontal et très cru, mais très réussie de par sa sincérité. La scénariste et l'actrice principale est Michaela Coel, qui a mis des années pour écrire ces 12 épisodes de la série qui retracent son agression sexuelle. Par le biais d'épisodes thématiques, la série va aborder, trigger warning, le viol, la culture du viol, les agressions sexuelles, mais aussi les questions de consentement, l'homophobie systémique, avec pour point commun à tous la violence et comme seule bouée de sauvetage, l'amitié. C'est une série qui, malgré le ton, évite le misérabilisme et les raccourcis, parce qu'elle va s'emparer de l'histoire d'une femme dont beaucoup de troubadours auraient dit qu'elle l'a bien cherché, parce que la série va démonter vraiment méticuleusement tous les mécanismes de justification de tout abus sexuel, parce qu'on n'est jamais coupable lorsqu'on est victime, jamais. Et c'est une série qui va nous le rappeler tout le temps. Donc chaque pan d'histoire de Misérabella, d'Arabella et de ses amis vont être mis bout à bout, vont se rejoindre, vont se croiser et vont renforcer ce discours puissant qui consiste à détruire le système patriarcal et la masculinité hégémonique. C'est une série qui est absolument pas tendre du tout, sans mélodrame, sans hystérie surjouée, mais pas drôle. Certains jugent la série comme trop provoque, justement, par sa manière très brute de montrer ce que je pense être une réalité. Cette série, je trouve que c'est une photographie, c'est un portrait très complet d'une victime, que ce que peut ressentir une victime. C'est une série qui va interroger, qui va éveiller peut-être, et j'espère, l'intérêt, même sur des choses qui sortent du vécu personnel. Et comme j'essaye de nuancer toujours un petit peu mes propos, je pense que si je devais trouver un défaut à cette série, qui est excellente, entendons-nous bien, je dirais que le dénouement est très précipité, un petit peu facile. Est-ce que c'est le propos de la série? Je ne pense pas. Je pense que c'est juste une invitation à prêter une oreille à la réalité qui résonne, et c'est tout. Donc I May Destroy You, c'est excellent, mais c'est hyper badant aussi. Maintenant, on passe un cran au-dessous. On va passer sur une série un petit peu plus légère, mais c'est pas la folie non plus, c'est pas la joie, mais on est quand même sur un sujet un petit poil ou moins grave. On a juste un petit rictus, on se bidonne pas non plus, quoi. C'est Normal People, une courte série de 12 épisodes d'une vingtaine/trentaine de minutes qui narre un chassé-croisé amoureux entre Marianne et Connell depuis leurs années lycée dans une petite ville de l'ouest de l'Irlande, aka
la beauté, jusqu'à leurs études à la fac à Trinity College. Donc c'est une série toute banale qui va parler de relations amoureuses, et notamment le premier émoi. On est très loin du flow rythmique, des clichés bazardés par l'imaginaire américain. C'est une épopée de l'ordinaire, c'est une épopée du banal, de notre routine, parfois pleine de secousses, malgré tout. Et c'est une série qui va prendre son temps, qui est très contemplative, qui est très mélancolique, et qui va devenir un peu plus grave au fil des épisodes. Everyone's a mystery in a way. Et évidemment, pour enjoliver cette banalité et pour attraper le spectateur, qu'on vive ces premiers tourments de manière efficace, il faut absolument une prestation à la hauteur, une performance d'acteur à niveau, et c'est totalement le cas avec Marianne Connell, Daisy Edgar Jones et Paul Mescal, absolument prodigieux. C'est une série dont je suis ressortie complètement bouleversée, très émue, très impressionnée de voir à quel point le récit s'ancre dans le vrai, très proche de 500 jours ensemble pour ceux qui ont la ref, et la caméra ne lâche pas les protagonistes. Leur corps vont faire partie du matériel filmique et de l'alchimie qui découle de la série. Ils se mettront à nu, littéralement, et leur relation nous est toujours transmise par un érotisme doux, très bienveillant, jamais gratuit. Et le personnage que j'ai préféré, c'est le personnage de Connell, que j'ai trouvé parfait. Je n'ai jamais vu un personnage masculin filmé aussi finement. Et pour une fois, j'aimerais qu'il n'y ait pas de saison 2. Voilà. J'ai trop peur que ça brise la grâce de cette série, ce serait tellement dommage alors qu'elle se suffit elle-même. Donc go, Billy Bob. Il faut absolument la regarder pour la réal, il faut la regarder parce que l'Irlande, il faut la regarder parce que l'accent irlandais. On redescend encore sur l'échelle de la légèreté. Billy Bob, tiens bon. On continue donc avec une série qui s'appelle Invincible. Invincible, c'est une série d'animation, mais je crois que c'est pas le bon terme, c'est un comics. Une série de super-héros en animation, en animé. Un récit d'initiation qui va raconter la vie de Mark Grayson, un ado maladroit qui se découvre un jour, des super pouvoirs. Oh là là, du déjà vu, du déjà lu, on connaît. Et là tu vas me dire Billy Bob, mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier? En fait c'est une énième série de super-héros. Franchement, ouais, si mon pote m'aurait pas saoulé pendant des jours, des semaines, il faut absolument que tu regardes Invincible, je n'aurais certainement pas fait et j'aurais certainement lâché l'épisode 1, tout bonnement parce que j'en voyais pas l'intérêt. Il y a un ton qui se veut, au début en tout cas, particulièrement lisse. Knock it off, Todd. I think Amber's been pretty clear about how she feels. I'm nothing like my dad. I want to be just like you. I've fought to keep this planet safe. Your power's gotta be due any day now, son. Morning. Pourtant, plot twist incroyable. La fin de l'épisode 1 te laisse entrevoir que les super-héros ne sont pas si invincibles que le titre le laisse entendre, qu'ils peuvent crever eux aussi, et dans d'atroces circonstances. Et ouais, c'est une œuvre qui va briser un peu les codes du genre. Pour le vérifier, il faut absolument que tu regardes tout l'épisode 1, Billy Bob. Tu sais, il y a un moment où d'un coup, ça va relancer toute la dynamique du show, et oh, mais ils sont grave relous. J'en ai marre d'eux. On s'éloigne d'un coup de la binarité du bien et du mal. On voit n'en plus finir chez Marvel notamment. Comme notre super-héros, on est un peu sur le cul. Et c'est la fin de l'innocence, tout simplement. Il y a un casting vocal épatant. On a Steven Yeun qui a joué dans un truc pas très connu qui s'appelle Walking Dead notamment, qui a joué dans Burning, dont je vais te parler aussi prochainement. Et oui, je fais des transitions incroyables. On a le doublage de J.K. Simmons dans Whiplash, La La Land, enfin un doublage vocal pas piqué d'hanneton. L'animation est pas mal, notamment les scènes de baston sont plutôt bien fichues. D'ailleurs, j'espère que tu as écouté ma précédente chronique sur The Boys. C'est ce genre de série, voilà, c'est le même genre de tonalité. Et enfin des œuvres qui montrent les super-héros souffrir un peu. C'est un peu un Watchmen en moins cynique. J'insiste vraiment sur le fait qu'il faut absolument s'accrocher sur l'épisode 1, notamment parce que la 2D est absolument à vomir. C'est moche. On est sur du basique de je sais pas ouf, tu vois. On est sur une patte graphique à la WikiHow. Non pas que WikiHow c'est moche, mais disons que WikiHow c'est des tutoriaux, tu vois, c'est des tutoriaux en ligne accessibles à tous, c'est pas une production Amazon. Malgré tout, petite nuance quand même, on a un pitch assez convenu, pour ceux qui ont vu The Boys, Watchmen, voilà, on connaît. On a encore des super-héros très gentils pour le coup, avec des failles, mais très gentils quand même. Mais malgré tout, c'est une série hyper prenante, moi j'ai pas pu lâcher après l'épisode 1, qui se
se laisse vraiment dévorer et que je suivrai avec grand plaisir pour les prochaines saisons. Allez, on souffle un petit peu Billy Bob, on arrive enfin à des séries feel good, mais la série feel good, la petite friandise qui m'attendait chaque soir. J'ai dû aller en retenue parce qu'il n'y a qu'une seule saison et qu'en plus elle n'est même pas renouvelée. Comme d'habitude, à chaque fois que je démarre une série, elle n'existe plus, elle est arrêtée, il y a une malédiction. Voilà. On va parler de High Fidelity, c'est une série que j'ai absolument adorée. J'ai pas envie de dire que c'est une série coup de cœur parce que cette sélection de mois de mai est un coup de cœur à part entière. J'ai tout adoré, c'est la série feel good qui m'a fait du bien au moral, c'était un bonbon. On retrouve évidemment un concept un peu cucu que je kiffe, une série qui parle de déboire amoureux, oh là là. Mais pas que, c'est une série qui est vite rattrapée par une BO qui claque sa mère. High Fidelity, ça reprend les leçons de Girls de Fleabag que j'ai chroniqué, encore une fois, dans un épisode focus parce que je ne présente que des bonnes choses, sur les errances d'une jeune femme, Rob, interprétée par la majestueuse Zoé Kravitz, une disquaire amatrice de vinyle et de bons whisky secs cœur, à travers Brooklyn. Son plan de carrière. 1. Rompre avec son petit copain. C'était vraiment une très mauvaise idée. 2. Arrêter ses études. J'ai perdu pied, j'ai complètement sombré. 3. Bosser chez un disquaire qui vous exploite. 4. Finir par devenir proprio du magasin de disques. Bonjour. Et qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi c'est toujours moi qu'on quitte? Pourquoi c'est toujours moi qu'on rejette? On peut quand même discuter. Je vais leur poser la question. Par ordre chronologique, mon top 5 des pires ruptures amoureuses. Donc, dans la version originale, qui est tirée d'un livre écrit par Nick Hornby, je crois, le récit a subi quelques réinterprétations milléniales, un remake, sans jamais trahir le matériel de base. Dans High Fidelity, voilà, on a une femme noire queer plutôt qu'un homme blanc cis. Bon, est-ce si grave? Je ne crois pas. On a un roman un petit peu miso sur les bords, et on a une série actuelle qui s'affranchit de cette tare. Donc franchement, ce remake a du bon. C'est pas toujours le cas, mais celui-ci va faire un bel effort de réinterprétation. Donc Rob va ressasser pendant 10 épisodes, 10 trop courts épisodes, ses déceptions amoureuses. Bercé par des grands classiques du rock, de la soul et de la pop music, on savoure la bande originale à tomber par terre. Playlist que tu retrouveras en barre de description parce que je suis quelqu'un, mais de sympa, Billy Bob, même si ça se voit pas toujours. Parce que ceci, cette resting bitch face est ma tête normale en fait. C'est une série feel good qui s'adresse aux mélomanes, pour commencer, qui adoreront retrouver des pépites auditives pour habiller l'image. C'est une série qui s'adresse à ceux qui veulent passer un bon moment en fait. C'était tellement bien High Fidelity. Tellement. C'est une grosse perte de ne pas la renouveler pour le coup. Et enfin, on arrive avec la dernière série que j'ai adorée, que je viens de terminer quelques heures auparavant. Il s'agit de Modern Love. Alors, comme son titre l'indique, ce n'est pas un thriller psychologique, c'est encore une rom-com. Voilà. Ouais. Bah désolé, hein. J'en ai besoin Billy Bob. Alors Modern Love, c'est une série qui est sortie en 2019 il me semble, qui explore l'amour sous ses formes multiples, y compris platonique, familiale, romantique. Et toutes ces histoires sont basées sur des chroniques qui sont parues dans le New York Times et qui portent le même nom, Modern Love. C'est une série qui est constituée de 8 petits minuscules épisodes, encore une fois, de 30 minutes. Néanmoins, c'est un format qui fonctionne plutôt bien, qui laisse curieusement le temps de développer tous les personnages et les histoires sans souffrir de longueur. Il y a aussi un casting 5 étoiles qui va différer à chaque épisode. On a notamment Dev Patel, Slumdog Millionnaire, Tina Fey, on a Olivia Cook, Ed Sheeran, Anna Thaoué. On a des pontes du cinéma en fait. C'est un casting qui va varier parce que chaque épisode ne se suit pas. Les histoires sont uniques et ont pour seul point commun d'avoir comme toile de fond New York. Want to grab breakfast? I just met you. This is love at its absolute best. Même si la série reprend les codes inhérents à la comédie romantique, on ne nous sert pas la même soupe pendant 8 épisodes. À la « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de labrador », boring. Non, pas du tout. On a vraiment des trames très originales et qui chatouillent notre système lacrymal à chaque fois. Et je remercie ma poteau de m'avoir recommandé cette série pas plus tard que la veille, puisque je l'ai binge-watchée en une soirée. Je vais faire un top 3 de mes épisodes parce qu'elle me l'a demandé. Je crois qu'en premier, ce sera l'épisode 3 avec Anna Thaoué. Ensuite, il y a l'épisode final, le 8, et en ex-aequo le 1 et le 2 je dirais. Oh non, je sais pas, c'est trop dur. Ils sont tous excellents. Il y a une petite ref à Love Actually, sauf que ça se déroule en 8 épisodes, donc 8 fois mieux. Là pour le coup on est sur du feel good complet, il y a pas de larmes.
Enfin si, il y en a beaucoup, mais pas dans les mêmes conditions. On a terminé pour les séries, j'en ai vraiment regardé beaucoup ce mois-ci, c'était incroyable. Je pense que la sélection la plus top de la Terre 2021 sera très difficile en cette fin d'année. J'ai l'impression d'avoir vu tout ce qui était bon. Comment je vais faire, Billy Bob? On enchaîne par un film qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Je pensais que j'allais me taper un dos crawlé dans mes larmes. C'était plus possible. Donc il s'agit de Minari, réalisé par Lee Isaac-Chung. Je le dis parce que c'est très rare, les réals asiatiques qu'on met en avant et qui remportent entre autres un petit Oscar au passage, dont la nomination de Steve Yeun, l'acteur principal, donc Steve Yeun, qui a joué dans le très peu connu Walking Dead, qui a doublé Mark Grayson dans Invincible. Steve Yeun, qu'on voit un petit peu partout en ce moment, qui a beaucoup de mérite, qui a été nommé historiquement, Billy Bob, je veux le dire, je veux le crier haut et fort, premier acteur asio-américain à remporter ce titre-là, et ça fait plaisir. On revient sur le speech. Des récits sur le rêve américain, beaucoup de films nous les ont racontés sous différentes formes, des premiers colons dans les films d'époque, à la ruée vers l'or pour les westerns, jusqu'à l'immigration économique connue aujourd'hui. Et c'est sur ce dernier versant que Minari nous montre l'arrivée d'une famille sud-coréenne au début des années 80, il me semble, sur un petit lopin de terre perdu au beau milieu des plaines de l'Arkansas. Le père espère échapper à un taf merdique Turbo 8000 qui consiste à sexer les poussins. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant comme moi, en fait ça consiste à regarder le cul des poussins vraiment, et donc à les placer dans des bacs, les mâles d'un côté et les femelles de l'autre. Un travail somme toute épanouissant. Le père est cantonné à ce job un petit peu laborieux et il emménage donc dans ce nouveau terrain dans le but de faire pousser ses propres légumes exotiques, dont la cible sera la communauté sud-coréenne qui immigre de plus en plus aux États-Unis à cette période-là. Malheureusement, sa femme n'est pas de cet avis, elle est pas chaud, surtout quand elle voit leur nouveau pied-à-terre qui est un mobil-home miteux. Et c'est ainsi qu'on débarque dans la vie de cette petite famille. They're wheels. Wheels? 여기 대체 어디야? 집이지? 우리 새로 시작한다고 그랬잖아. 이게 그거야. 아빠는 빅 가든 하나 만들 거야. How's your daddy like that new farm? He growing things good, doing things right? C'est davantage un récit d'apprentissage et de résilience, qui est autobiographique. Le réalisateur n'est autre que le petit garçon de cette famille. Il nous propose de revivre un pan mémorable de son enfance, avec une modestie et une sincérité qui me touchent forcément. Comme la plante Minari, qui est un sel rideau. La famille devra grandir, devra apprivoiser et s'enraciner dans son nouvel environnement. Et on y aborde les questions du déracinement, la quête d'identité, le tout avec une tendresse désarmante, parfois radicale. Une chronique familiale à point de vue multiples, sur le père, sur le fils, sur la mère, sur la grand-mère. On va voir leur destin chamboulé du tout au tout, un destin doux amer qui navigue entre espoir et difficulté et qui va mettre à mal cette famille qui est toujours à deux doigts d'imploser, fragilisée notamment par les ambitions du père, très obstinée par son rôle de patriarche. Le tout est orchestré par des personnages aussi grandioses que les paysages qu'on nous montre. Il y a des grands moments de contemplation, un peu comme dans les premiers films de Terrence Malick. On a vraiment une excellente distribution. Les interprètes, adultes et enfants, sont tous géniaux. C'est un film qui va raconter l'ordinaire et il faut pas aller chercher plus loin. Et on pourrait le reprocher de ne pas approfondir les questions qu'il soulève, l'immigration, le racisme, etc. Mais c'est pas le but. C'est une fenêtre sur la vie de Lee Isaac-Chung, et c'est tout. Et ça fait beaucoup pleurer. Et je t'invite grandement à aller voir Minari. C'est une des claques de cette année pour moi. J'espère qu'il y en aura d'autres. On passe à un roman graphique. C'est Malgré tout de Jordi Lefebvre. Il s'appelle Zeno, il a le pied marin et le cœur aux 4 vents. Elle s'appelle Anna, elle a les pieds sur terre et le cœur plein d'ambition. Anna et Zeno, 2 amants d'un jour que la vie et leur propre choix vont séparer pendant plus de 40 ans. Jusqu'à la première page du moins. Puisque l'astuce de ce roman graphique, c'est de nous emmener dans une narration à l'envers. Notez que les héros s'appellent Anna et Zeno, A-Z, et que tout commence donc au chapitre 20 pour se terminer au chapitre 1. On va suivre un amour que la vie a rendu impossible, et chaque nouveau chapitre sera l'occasion de remonter un peu plus dans le temps et de comprendre ce que la vie a réservé à Anna et Zeno. C'est un roman graphique que j'ai adoré, un chapitrage et un scénario bien pensé. Pour la patte graphique, le trait vif et expressif, c'est un récit plein d'humour, de tendresse et beaucoup de poésie. C'est une BD feel good, voilà, c'est à dévorer. Et c'est tout ce que j'ai lu ce mois-ci parce que je traverse une panne intersidérale de lecture, je ne sais pas, j'ai pas la tête à lire en ce moment. Ça va revenir, là je vais malheureusement devoir reprendre les transports en commun, donc il faudra bien que je m'occupe pendant ce temps-là. Comment est-ce qu'on termine Billy Bob ?
En musique, évidemment, comme d'habitude. On commence par Night Beats, un mélange de rock, garage, psyché, comme on a l'habitude sur cette chaîne, perfusé avec du R&B, d'où le nom de l'album, Outlaw R&B. Et d'ailleurs, autre ref, le nom du groupe c'est Night Beat, et Night Beat c'est un titre de notre cher Sam Cooke. Le chanteur Danny Lee Blackwell éprouve un amour profond pour le blues, et ses références c'est autant James Brown, Buddy Holly ou Johnny Cash. Et Outlaw R&B c'est un album retour aux sources, avec du rock'n'roll baigné dans de l'acide, voilà. Et c'est savoureux. Dans la vie, j'ai un remède à tous les maux. C'est la soul music et la bonne vieille funk. Et The Sacred Souls coche toutes les cases. À la première écoute, je pensais que c'était un groupe tout droit venu des années 60. Et non, pas du tout, c'est un groupe très récent qui s'est formé en 2018. C'était d'abord un duo de bassistes et de batteurs qui empruntent le genre de la souldies, comme on dit, qui est fortement influencé par ces époques-là. Et c'est pas juste un filtre Instagram esthétisant, par amour de l'esthétique vintage. Non, non, non. C'est un groupe qui a insisté pour enregistrer tous leurs titres sur vinyle uniquement. Ils ont débuté leur carrière à l'ancienne, j'ai envie de dire, en pressant tous leurs morceaux sur des vinyles, en performant en live, en vendant presque de main en main. Et ce n'est que très récemment qu'ils ont accepté finalement d'apparaître sur les plateformes de streaming qu'on connaît, Spotify, YouTube. Ils ont recruté leur chanteur qui les a rejoints en 2019 via Instagram. Par la suite, ils ont signé chez Daptone Records, qui n'est autre que la maison de disques de Amy Winehouse. Et le clip que je vous montre a été tourné en Super 8, évidemment. C'est un groupe que j'écoute beaucoup en ce moment. Leur 45 tours sort le 19 juin. Et attention, c'est très très bon. On change de bord, on change de style avec Gaspard Auger. Gaspard Auger que tu dois connaître certainement si, comme moi, tu aimes beaucoup le groupe Justice. Gaspard Auger se lance en solo. Ce n'est pas la fin du groupe. Pour autant, hein, ne vous inquiétez pas, on va pas encore chialer. C'est bon, on s'est même pas remis pour Daft Punk, faudrait pas non plus abuser. Il commence tout simplement sa carrière solo en balançant un premier morceau quasi cinématographique, j'ai accroché direct, qui s'appelle Force Majeure, qui est très très proche de l'esthétique du groupe Justice d'ailleurs, d'où cette familiarité avec les synthés, les distorsions un peu heavy metal. Et l'album est une ode aux années 80. Et on retrouve ses influences sur les superbes couvertures d'albums. On écoute Gaspard Auger ce mois-ci, on lui donne de la force pour la suite. Sweet, dernier groupe que je te présente aujourd'hui, Billy Bob. C'est un coup de cœur intersidéral, inattendu, inopiné. Il s'agit de Cobra Man. C'est un duo disco-punk qui a démarré en produisant de la musique pour des vidéos de skate. Et ils étaient tellement bons, les gars, qu'on leur a prié de continuer. C'est de la pure vibe 70-80 comme d'hab. En fait, je me rends compte que tout style confondu, je parle pour moi, on se situe toujours dans les mêmes décennies, 70-80, c'est ouf, hein. Je suis pas née à la bonne époque, musicalement parlant, évidemment. Je viens juste de m'en apercevoir, oui. Il y a une légende qui raconte qu'on riderait mieux si on a Cobra Man dans les oreilles. Vraiment, c'est la musique qui nous rappelle qu'on mérite une vida loca.
aujourd'hui Billy Bob, j'espère que tu as apprécié ces petites trouvailles de ce mois de mai. N'hésite pas à me communiquer ce que tu as préféré ce mois-ci également en commentaire. On se retrouve très vite, d'ici là, porte-toi bien, reste créatif, reste curieux et à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne.